Des salariés qui vont au travail la boule au ventre, quels sont les symptômes d'un burn-out? Réponse avec vous, Estelle Boutan, bonjour. Vous êtes Bonjour. coach et psychopraticienne spécialisée dans la souffrance au travail. Alors pour expliquer aux téléspectateurs, c'est vrai que le burn-out arrive peut-être à cause d'une altercation avec un collègue ou peut-être avec un supérieur? C'est-à-dire que les manifestations sont de plusieurs ordres. On peut avoir l'impression, en tout cas surtout pour la personne qui le vit, que ça arrive d'un seul coup, puisqu'elle s'en rend pas compte. En revanche, parfois l'entourage a pu s'en rendre compte. Et donc un jour, elle n'arrive plus à se lever, ou bien elle s'effondre au travail, ou bien une altercation en effet. Mais c'est souvent quelque chose qui vient depuis plus loin. Quand le mal-être s'installe. Voilà, le mal-être s'installe, parfois met plusieurs années à s'installer. Est-ce que justement, quand on voit que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il faut savoir dire non aussi, même si c'est un supérieur, dialoguer, discuter, pas toujours facile avec certains supérieurs qui n'acceptent pas, peur peut-être aussi pour la personne d'être sanctionnée, mais est-ce qu'il faut essayer vraiment de dialoguer et de savoir de temps en temps dire non pour pas que ce mal-être s'installe et pour que ça termine en dépression? Le burn-out, c'est une dépression au travail. Alors oui, c'est-à-dire que le burn-out n'est pas exactement comme une dépression, et plutôt un certain nombre de facteurs. D'ailleurs, on parle de syndrome, hein, et pas de maladie, justement, parce que les signaux cliniques sont différents d'une personne à l'autre. En revanche, on a au moins trois plans sur lesquels des signaux sont assez clairs. On a le plan physique, hein, donc la personne parfois elle a des tremblements, d'autres on peut avoir des douleurs extrêmement intenses qui l'empêchent du coup de vivre comme d'habitude. Des symptômes également émotionnels, hein, sur le deuxième plan, donc ça peut être des crises de larmes, ça peut être des colères inexpliquées, ça peut être voilà quelque chose qui semble complètement désordonné, ou alors une sorte d'anesthésie des émotions, parce que la personne, pour pouvoir continuer à faire son travail, c'est à adapter ses émotions Qui se force à aller au travail, qui n'a plus envie non plus de se déplacer. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, parfois, elle a l'impression qu'elle est avec, non plus des êtres humains, mais avec un jeu de quilles, ou elle a l'impression d'être un robot, vous voyez? Voilà. Oui, et puis plus cette confiance en soi. Et ça, c'est en effet, voilà, c'est ça, le c'est troisième terrible. point. Et ça, c'est les aspects cognitifs, hein. Donc, on a les aspects physiques, les aspects émotionnels et les aspects cognitifs où la personne se sent nulle. Elle essaye de faire des choses, mais ça fonctionne pas. Et donc, elle en déduit que c'est elle qui n'est pas adaptée, qu'elle n'y arrive pas. Elle peut en venir à broyer des idées noires. D'où, si on ne traite pas Oui. le burn-out, alors on a des symptômes dépressifs qui peuvent se voir. Très Voilà. grave, évidemment. Voilà. Et évidemment, au bout, on va en reparler. On va en parler dans cette première partie. Vous allez donner des conseils, peut-être aux téléspectateurs aussi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, c'est le nouveau mal du siècle. Et pourtant, le burn-out, autrement dit, la souffrance au travail, souvent évoquée, est rarement prise en compte, hein, en tant que réalité sociale. Le burn-out n'est toujours pas reconnu, hein, comme maladie professionnelle à part entière, mais comme affection psychique. En 2016, le burn-out considéré comme pathologie psychique, que ça soit reconnu comme maladie professionnelle, vous, c'est votre souhait? Alors, la question qui est en jeu, il y a deux plans. Il y a un plan au niveau sociétal qui va financer en effet ces salariés qui souffrent au travail et qui prennent du temps pour se reconstruire, qui en effet ont besoin de se faire accompagner par un coach. Parce que ça peut mettre du temps, combien de temps, combien de mois? Alors, le burn-out, c'est rarement 15 jours. Hein. Ouais. C'est pas du burn-out. Si au bout de 15 jours, on se sent mieux, ça veut dire qu'on avait juste voilà, besoin de prendre des vacances ou un petit temps pour soi. Mais en revanche, le burn-out, c'est plus une manière de fonctionner, un comportement, hein, qui découle de ce que j'ai dit tout à l'heure, des trois plans physiques, émotionnels et cognitifs, qui met du temps. Certaines personnes mettent 6 mois, d'autres personnes mettent 1 an, d'autres personnes mettent un peu plus. Hein. Donc, moi, j'aide les personnes à revenir au travail après 6 mois, 1 an, ça dépend des personnes. Mais le conseil pour vous, pour les téléspectateurs qui se sentent vraiment mal au travail, oui. Il faut s'arrêter? Alors, il faut s'arrêter. Ça, c'est parfois quelque chose de très difficile parce que différents facteurs empêchent la personne de s'arrêter. Parfois, elle se dit, non, il faut que je continue parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'elle a fait, hein, ce qui a fonctionné, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et elle a honte de ça, donc c'est difficile aussi de l'admettre.
honte qui s'installe. Qui s'installe et qui empêche aussi parfois d'en parler et qui empêche de nommer la chose. Mais il ne faut pas avoir honte de pleurer. Si des personnes pleurent parce qu'elles ne sont pas bien, elles ont besoin de pleurer, ça fera du bien. Exactement. Et c'est pas pour ça qu'elles seront regardées ou alors... Alors, c'est-à-dire qu'il faut se tourner. Le plus grand danger, c'est l'isolement. Hein, ça a été bien montré dans le reportage. L'isolement crée encore plus, je dirais, l'impression qu'on est nul et renforce la honte. Et d'aller pouvoir trouver une personne qui soit bienveillante, attentive, ça peut être au travail, ça peut être en dehors. Hein. Moi, je recommande de choisir à qui on en parle et de ne pas le faire de n'importe quelle façon. Mais en parler, ça, oui. Ensuite, d'avoir quelqu'un qui non pas prend en charge à la place, mais qui accompagne pour pouvoir en parler aux personnes au travail de façon à, je dirais, faire face à cette difficulté-là progressivement. Parfois, il faut un temps avant de pouvoir faire ça. Parfois, ça prend quelques mois avant d'être capable d'aller de nouveau face à un manager qui peut faire peur, parce qu'on a peur que si on dit que ça va pas, alors on va être sanctionné, ou alors on va plus avoir les missions intéressantes, ou alors on va plus pouvoir travailler. Oui, parce qu'il y a des caractères différents et certaines personnes n'osent pas, et quoi de plus normal aussi. Hein. C'est tout à fait compréhensible. Et du coup, ça va faire partie de l'accompagnement. D'autres personnes se sentent tout simplement nulles parce qu'elles s'arrêtent de travailler et elles n'ont jamais fait ça dans leur vie. Est-ce que le conseil que vous donnez, justement, c'est peut-être aux collègues qui sont autour de ces personnes, qui se disent peut-être que ces personnes-là sont peut-être plus fortes et se disent, voilà, toi, tu peux peut-être aller parler de mon cas au supérieur et peut-être que tu vas arranger les choses. Alors, d'expérience, c'est très rare que ça peut fonctionner d'une manière installée parce que du coup, ça empêche la personne de faire l'apprentissage elle-même, d'aller elle-même parler. Vaut mieux prendre le temps, hein, en s'arrêtant le temps qu'il faut pour ensuite récupérer un certain nombre de ressources pour être capable d'en parler, y compris avec l'aide de ses collègues, plutôt que de charger quelqu'un de le faire. Parce qu'alors, la personne reste dans une attitude qui fait que elle continue de l'accompagner peut-être. Voilà, plus de l'accompagner de façon à ce qu'elle prenne confiance parce qu'elle sera capable de faire quelque chose qu'elle n'aura pas été capable de faire avant. Et pour ça, il faut parfois prendre plusieurs mois de repos, d'apprendre à reconstruire des apprentissages dans un autre univers que le travail, avec son quartier, avec sa famille, avec d'autres lieux sociaux, avant de pouvoir le faire au travail. Alors, on voit de plus en plus, c'est vrai, de burn-out. Ce sont les conditions de travail qui ont changé. On demande de plus en plus aux salariés. Et voilà, certains salariés ne peuvent peut-être pas non plus. Il y a ce changement de fonctionnement dans certaines entreprises où... C'est-à-dire qu'on est de toute façon dans des entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit la taille, où le monde va vite. À atteindre. Voilà, le monde va vite, où les objectifs sont forts. La question, c'est que est-ce qu'on accepte ces objectifs? Est-ce qu'on accepte aussi de pouvoir avoir un contrepoids par rapport à la personne qui donne les objectifs? La question en jeu, c'est finalement, est-ce que je vais arriver à me rendre compte, moi, que j'ai des limites? Alors, du coup, si moi, j'adore... si, par exemple, la personne, elle a progressé toute sa carrière en se disant, oui, je suis quelqu'un qui dépasse tout le temps les limites, c'est difficile au bout d'un moment de se dire, je vais avoir des limites, hein, mais c'est intéressant aussi de pouvoir les poser et d'apprendre à le dire. Voilà, il faut arriver à dialoguer et à dire non, par exemple. Là, non, là, je peux pas faire ça en plus aujourd'hui. Non, voilà, je prends du temps, je prends une pause, par exemple, aussi, le midi, essayer de souffler vraiment un peu plus, peut-être, et je sais que mon travail sera fait, mais voilà, on essaye d'arranger, en fin de compte, son emploi du temps. Ce que certains patrons comprennent. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui justement mettent en place et qui comprennent. Il y en a d'autres qui comprennent rien. Oui, alors en même temps, la question c'est que finalement, est-ce qu'on accepte tout sans broncher ou est-ce que on fait face finalement à qu'est-ce qui empêche de dire ses limites et de négocier en fait par rapport à des objectifs, hein. C'est souvent la peur d'être sanctionné, la peur d'être vu comme faible, la peur d'être vu comme quelqu'un de pas performant ou de perdre son emploi. Mais le travail sera positif aussi, beaucoup mieux fait, on peut le dire comme ça en tous les cas, performant peut-être si la personne se sent bien
dans sa façon de travailler, Voilà. le rythme aussi. Exactement. Et donc, du coup, ça nécessite, en tant que, par exemple, salarié, de se dire, bah, finalement, j'ai peur de ça, mais en revanche, le risque à ne pas le dire est plus fort que le risque à le dire. Et donc, c'est souvent ça que aussi j'accompagne pour travailler ça, dire finalement, si je dis rien, j'autorise à ce qu'on me surcharge sans dire que ça va pas. Voilà. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que s'il faut en parler, il faut en parler peut-être aux collègues, peut-être que et si on ne veut pas parler à un supérieur, on va discuter avec aussi, il peut y avoir des syndicats, il peut y avoir voilà, des délégués, c'est important de parler avec eux. Oui, alors la question c'est vraiment de parler avec des personnes qui vont, entre guillemets, armer ou donner plus de ressources à la personne pour aller en parler aux personnes concernées. Ça peut être parfois aussi que les personnes sont dans des situations de travail où c'est difficile. Par exemple, les professions de soins. De soins, exactement. Dans les hôpitaux, on voit que c'est compliqué, il y a beaucoup de travail. Exactement. Les personnes sont face à des objectifs contradictoires. À la fois un objectif on va dire, de productivité et puis un objectif de finalement que ce soit humain, que les personnes se sentent bien accueillies. Et là, il faut prendre du temps pour les personnes. Et donc, la personne peut, là, dans ce cas-là, se sentir en conflit de valeurs. Pour elle, c'est important de bien traiter les patients et les personnes dont elles ont la charge. Et puis, on leur donne une pression sur autre chose. Et donc, il va falloir concilier ça. Et c'est le dialogue qui va permettre d'aller avec plus de soulagement. J'espère en tous les cas qu'on vous a éclairé sur ce sujet. Et n'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à discuter. Et les larmes, ça fait du bien de temps en temps, justement de pleurer pour sortir tout ce que vous avez à l'intérieur et essayer de dialoguer. C'est tout ce qu'on peut dire en tous les cas. Merci beaucoup Estelle Boutan d'être venue sur ce plateau. Je vous propose de regarder justement le dessin du jour, le regard de notre dessinateur. On a plusieurs dessinateurs ici, puis voilà. Il nous prépare chaque jour